Alors, il me fait plaisir de vous présenter l'équipement de protection contre les chutes, aspects réglementaires et normatifs. Alors, pour les équipements de protection contre les chutes au Québec, ils sont régis par ces 5 documents réglementaires, normatifs et codes. On a d'abord la loi sur la santé et la sécurité du travail, le code de déontologie sur les ingénieurs, le règlement sur la santé et la sécurité du travail, RSST, le code de sécurité pour les travaux de construction et la famille des normes CSA Z259, qui est la famille des normes sur la protection contre les chutes. À l'international, aux États-Unis, on a le règlement OSHA, qui est fédéral, et la famille des normes ANSI Z359. L'Europe, c'est la famille des normes EN 353 à EN 795. À l'international, on a les normes ISO, la famille 10333. Alors, que nous dit la loi sur la santé et la sécurité du travail? Il a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Elle établit le mécanisme de participation des travailleurs et leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations, à la réalisation de cet objet. On l'oublie souvent, même si on a mis à la disposition des travailleurs des moyens et équipements de protection individuelle et collective, lorsque cela s'avère nécessaire, on doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et leur intégrité physique. Donc, l'esprit de la loi, c'est toujours revenir à élimination à la source. Code de déontologie des ingénieurs. Dans son travail, l'ingénieur doit respecter ses obligations envers l'homme et tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. Alors surtout, l'ingénieur doit, lorsqu'il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, en informer l'Ordre des ingénieurs du Québec et les responsables de tels travaux. Et dans son travail, l'ingénieur doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce. Voyons maintenant le RSST. Donc ici, ce texte de loi nous dit qu'on doit obligatoirement porter un harnais de sécurité s'il y a un risque de chute de plus de 3 mètres de sa position de travail, sauf si le travailleur est protégé par un dispositif lui assurant une sécurité équivalente, par exemple un filet de sécurité, ou lorsqu'il ne fait qu'utiliser un accès ou de sortie. Alors, les alinéas 347 et à 354 sont relatifs à la protection contre les chutes de hauteur. Le Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec, c'est à peu près le même esprit. Donc, toujours revenir à protection, élimination à la source. Et si ce n'est pas possible, il faut protéger un travailleur exposé à 3 mètres de sa position de travail. Alors ici, une petite parenthèse, OSHA, la réglementation américaine, demande de protéger les travailleurs à une hauteur supérieure à 1,8 mètres. Alors, il faut protéger le travailleur s'il risque de tomber dans un liquide ou une substance dangereuse, sur une pièce en mouvement ou sur un équipement ou des matériaux qui présentent un danger, d'une hauteur de plus de 1,2 mètres ou plus s'il utilise une brouette ou un véhicule. Donc, si tout ça sont remplis, on doit essayer de voir s'il est possible de modifier la position du travailleur de manière à que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d'une surface où il n'y a aucun risque de chute. On doit installer un garde-corps ou un système qui, en limitant le déplacement du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d'être exposé à une chute. Utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité. S'assurer que le travailleur porte, à l'occasion de son travail, un harnais de sécurité selon l'article 2.10.12. Ou utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur. Alors, voici la famille des normes CSA relatives à la protection contre les chutes. On peut acheter directement du site www.csa.ca. Alors, la famille des normes ANSI. Donc, ANSI a été revisée en profondeur en 2007 pour donner une famille de 5 codes. Et à l'image du comité CSA, il rédige maintenant des normes spécifiques à un produit. Par exemple, vous avez le Z359.13 qui est relatif aux absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement. Donc, la prévention de chute. Alors, on garde toujours à l'esprit qu'il faut éliminer à la source. Donc, cette stratégie s'articule à empêcher la chute en éliminant les risques à la source, en prévoyant le maximum d'opérations au sol et en protégeant par l'ouvrage, ou en mettant sur place des protections collectives sur le plan du travail. Si l'élimination à la source n'est pas possible, il faut limiter la chute
à 3 mètres par des surfaces de recueil. Sinon, si tous ces moyens sont impossibles à réaliser, il faut protéger le travailleur individuellement par un système d'équipement de protection individuelle. Alors, souvent, on oublie cette protection collective qui est le garde-corps. Alors, d'après le Code de sécurité pour les travaux de construction, le garde-corps, comme exigence de résistance, doit résister à une force horizontale de 900 newtons et une force verticale appliquée à n'importe quel point de la lisse supérieure. Alors, l'exigence de construction, si on a un garde-corps en bois, la portée entre les montants ne doit pas excéder 1,8 m, 6 pieds. La hauteur de la lisse supérieure se situe entre 1 m à 1 m 20. La lisse supérieure en bois est faite d'un 2 par 4, placé couché sur le 4 pouces. La lisse intermédiaire doit être au moins 3 pouces, 75 mm de hauteur, et la plainte d'au moins 90 mm de hauteur. Alors, garde-corps, pour les planchers, c'est le moyen le plus approprié pour protéger les travailleurs contre les risques de chute. C'est une excellente protection collective. Il prévient la chute, donc il n'arrête pas la chute, et les forces mises en jeu sont de l'ordre du poids du travailleur. Et ce qui est important ici, à l'intérieur de la surface protégée, le garde-corps dispense le travailleur du port du harnais, il permet la mobilité et évite la pose des ancrages de 10 kN ou plus, qui est problématique pour des charpentes vieillies ou des charpentes légères. Donc, autre protection collective, les filets. Alors, les filets sont très peu utilisés au Québec, mais très utilisés en Europe. Donc, on s'en vient maintenant au système individuel d'arrêt de chute. Alors, un système individuel d'arrêt de chute type est fait d'un harnais pour la préhension du corps, d'un système de préhension fait d'une longe et d'un absorbeur d'énergie et un point d'ancrage. Alors, le harnais doit être conforme à la norme Z259.10 ou norme équivalente, ANSI, ISO ou EN. Un harnais peut avoir plus d'une classification, mais doit toujours répondre à la classe A, qui est la classe pour arrêt. D'après cette norme, on a 5 classes de harnais. La classe A pour l'arrêt de chute, la classe D pour suspension et descente contrôlée, classe E pour accès limité, classe L, gravissement d'une échelle, classe P, maintien en position de travail. Et bien sûr, vous allez choisir le harnais en fonction de la tâche que vous avez à effectuer. Donc, dans la nouvelle norme, la lettre A est remplacée par des pictogrammes. Alors, d'autres combinaisons possibles, vous avez AD, AL, AP, AD, ADLP. Donc, tous les harnais, quelle que soit leur classification, doivent avoir la fonction arrêt de chute. Exigence de conception, tous les composants porteurs de chute doivent être faits de matériaux synthétiques, mais non de polyoléfine. Donc, pas de polypropylène ou de polyéthylène. Largeur et résistance des sangles, au moins 41 mm de largeur, 1,6 pouces, et résistance à la rupture d'au moins 22 kN. Donc, la masse pour les essais de certification doit avoir la forme d'un torse, conformément aux paramètres indiqués aux figures 6-7 de la norme, être faite d'un matériau rigide, avoir des surfaces en bois dur qui entrent en contact avec les sangles et le harnais, et la masse d'essai, c'est 160 kg plus ou moins 1 kg. Donc, sur la nouvelle norme, il doit y avoir un indicateur d'arrêt de chute facilement visible sur le harnais. Les essais de certification qui sont dans la norme, il y a une chute pied premier et chute tête première. C'est avec un torse de 160 kg avec un cordon d'assujettissement en acier de 9,5 mm. Alors, lors de ces essais de certification, il faut s'assurer que le torse ne sorte pas du harnais. Le deuxième élément d'un système d'arrêt de chute, le cordon d'assujettissement et l'absorbeur, il est conforme à la norme Z259.11. On a 2 classes. Classe E4, qui est normalisée à 4 kN. Donc, lors des essais de certification, il faut que cette force maximale d'arrêt générée dans l'absorbeur d'énergie soit 4 kN pour le milieu sec, 5 kN milieu mouillé, 5 milieux froid et sec,
et 6 kN lorsque l'absorbeur d'énergie est gelé. Alors, les paramètres d'essai, chute libre de 1,8 m et la masse d'essai, c'est 100 kg. Donc, ce type E4 convient aux travailleurs pesant entre 45 kg et 115 kg. On a une nouvelle classe d'absorbeur d'énergie, E6, qu'on appelle absorbeur d'énergie poids lourd. Il est conçu pour des travailleurs plus pesants. Donc, lui, les forces maximales d'arrêt, c'est 6 kN pour milieu sec, 7 mouillé, 7 pour milieu froid et sec, et 8 lorsque l'absorbeur d'énergie est gelé comme un bloc de glace. En paramètre des essais, on voit la différence. La masse d'essai ici, c'est 160 kg, et la chute de hauteur, c'est 1,8 m, et l'allongement maximal lors de l'essai, c'est 1,75 m. Donc, cet absorbeur d'énergie convient pour les travailleurs pesant entre 90 kg sans dépasser 175 kg. Donc, sur les chantiers, il faut s'assurer que le travailleur, suivant son poids, porte le bon absorbeur d'énergie. Alors, le cordon d'assujettissement, il est équivalent à la norme Z259.11 et tous les éléments porteurs de charge doivent être faits de matériaux synthétiques, mais non de polyoléfine, c'est-à-dire polypropylène et polyéthylène. Donc, suivant cette norme, on a plusieurs classes. La classe A, c'est le cordon en corde. La classe B, c'est le cordon d'assujettissement à sangle. La classe C, c'est câble métallique. La classe D, c'est la ceinture, les courroies de poteaux de monteur de ligne. Et la classe E, qui est un cordon en chaîne qui est utilisé par les ferrailleurs sur les murs. La classe F, cordon d'assujettissement pour position réglable. On arrive maintenant aux essais de certification. Je n'insiste pas plus là-dedans, c'est bien décrit dans la norme pour certifier ces produits. Les cadres d'assurance verticale maintenant, c'est conforme à la norme 2.1. Cette norme a été réaffirmée en 2011, mais pour 2011, cette norme va être scindée en deux nouvelles normes. On a la nouvelle norme Z259.25 qui est en voie d'approbation et la nouvelle norme Z259.2.4 qui est en cours d'élaboration. Alors, on le répète encore, les cadres d'assurance pour utilisation verticale ou inclinée doivent être en fibre synthétique vierge, présentant des caractéristiques qui correspondent à du polyamide ou du polyester, avec une résistance à la rupture d'au moins 27 kN. Donc, une corde en polypropylène ne doit pas être utilisée. Cependant, un copolymère incorporant du polypropylène peut être utilisé. L'autre équipement de protection contre les chutes, c'est les coulisseaux. Alors, dans l'ancienne norme 2.1, on a cette classification, classe AD, AS, ADP, MDP, etc. Dans la nouvelle norme, cette classification est appelée à disparaître. Dispositif à cordon auto-rétractable, on appelle aussi des enrouleurs dérouleurs, self-retracting lanyard, c'est classifié en trois types. Le premier type, la sangle a une longueur comprise entre 1,8 m à 3 m. Type 2, la sangle a une longueur supérieure à 3 m. Et le type 3, la sangle a une longueur supérieure à 3 m, mais il y a un dispositif de sauvetage. Alors, dans la nouvelle norme, le dispositif enrouleur-dérouleur doit être utilisé avec un absorbeur d'énergie, sauf s'il y a un absorbeur d'énergie intégré au dispositif. Et il faut avoir un témoin de charge visuel. Alors, à gauche, vous avez un type de cordon auto-rétractable, c'est la ceinture de sécurité dans notre voiture. Au milieu, vous avez un enrouleur-dérouleur de type 2, et à droite, vous avez le même, mais avec le dispositif de sauvetage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des sangles, des cordons auto-rétractables? On revient toujours à cette notion qu'ils sont en matériaux synthétiques vierges, dont la résistance à la traction, au vieillissement, à l'abrasion et à la chaleur est équivalente ou supérieure à celle de polyamide, polypropylène à proscrire. Présenter une résistance à la rupture d'au moins 20 kN et il faut contrôler l'allongement en cas de déclenchement. Si on utilise un câble métallique, au moins 15 kN de résistance à la rupture et un diamètre d'au moins 5 mm. Si on utilise un cordage en fibre synthétique, on revient toujours à la même notion. On ne doit pas utiliser le polypropylène, mais être équivalent ou supérieur à celle de polyamide. On demande une résistance à la traction d'au moins 20 kN.
Pour certifier ces produits, pour le type 1, c'est un essai d'1 mètre de chute libre d'une masse de 100 kg. Type 2 et 3, à chute libre de 0,60 m d'une masse de 100 kg. L'ancrage maintenant, le dernier point de notre système d'arrêt de chute. Un ancrage, par définition, c'est une structure ou une partie de structure qui doit pouvoir résister à l'ensemble des forces qui lui sont appliquées par le système d'arrêt de chute. Si on ne peut pas connecter le système d'arrêt de chute directement à l'ancrage, on utilise un connecteur d'ancrage. Alors, présentement, il n'y a aucune norme sur les ancrages. La norme Z259.15 est en développement et la norme Z359.18, la norme ANSI, est encore en développement. Cependant, on a une norme EN 795 sur les dispositifs d'ancrage. Alors, pour concevoir et comprendre l'aspect réglementaire et normatif des ancrages, il faut savoir à quoi est destiné l'ancrage. Alors, on a l'ancrage pour un système d'arrêt de chute, pour un système de positionnement, un système de limitation du déplacement, un système pour cadre d'assurance horizontale ou cadre d'assurance verticale, ou un système pour le sauvetage. Alors, voici les exigences de résistance pour l'ancrage. Si on a pour l'arrêt de chute, pour le cordon d'assujettissement, le CSTC, Code de sécurité pour les travaux de construction, vous demande 18 kN ou moindre lorsque conçu par un ingénieur. Alors, la nouvelle norme de design Z259.16, conception des systèmes actifs pour le système de protection, il vous demande que la résistance pondérée est supérieure ou égale à la résistance pondérée. C'est un outil de calcul très puissant. Alors, la norme ANSI vous demande une résistance à la rupture de 5000 livres non certifiée et 2 fois la force maximale d'arrêt certifiée. Alors, pour comprendre ici l'idée normative ici, si vous utilisez un système d'arrêt de chute avec un absorbeur d'énergie, E4, donc la force maximale d'arrêt de votre système va être 4 kN. Alors, vous pouvez utiliser, si vous pondérez cette charge par la norme Z259.16, le coefficient de pondération est 1,5. Donc, la sollicitation pondérée va être 1,5 fois 4, 6 kN. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'ancrage dont la résistance pondérée est supérieure ou égale à 6 kN. Donc, ce design doit être signé et scellé par un ingénieur. Alors, positionnement, le même esprit avec la Z259.16, et pour le ANSI, c'est 3000 livres. Donc, en positionnement, la force maximale d'arrêt générée dans le système est moindre que lorsqu'on a arrêt de chute. Limitation de déplacement, le code de sécurité ne dit rien. Z259.16, 1,8 kN avec une ceinture, 6 kN avec harnais de sécurité. ANSI, le même esprit, 2 fois la force maximale anticipée certifiée. Alors, le câble d'assurance horizontale, il doit être conçu par un ingénieur ou respecter les prescriptions minimales de l'article 2.10.12.3.d. Alors, cet article prête toujours à confusion. Il faut bien lire où. Si vous prenez les prescriptions minimales du code, il vous demande un câble d'1 demi-pouce de diamètre, des résistances d'ancrage à la rupture de 90 kN si le système n'est pas conçu par un ingénieur. Lorsqu'il est conçu, signé, scellé par un ingénieur, vous pouvez avoir des dispositions moindres. Donc, pour le câble d'assurance horizontale, que ce soit la norme canadienne ou la norme ANSI américaine, on exige qu'il soit conçu par un ingénieur. Câble d'assurance verticale, on en a parlé. Pour le sauvetage, ANSI demande 5 fois la charge appliquée. En guise de conclusion maintenant, si on part du principe que le seul EPI est celui qu'on aura envie de porter, des équipements de protection individuelle éprouvés sont présentement disponibles. Ils répondent aux exigences sévères de normes internationales qui ont été développées ces dernières années, en tenant compte des dernières connaissances techniques. Comparé à il y a 20 ans, les travailleurs ont plus de choix qu'avant. Pourtant, les statistiques d'accidents indiquent qu'après une réduction de nombre de décès par chute dans les années 2000, la tendance présentement est à la hausse à travers le monde.
Alors, si on analyse quelques rapports d'enquête d'accident de la CSST, des enquêtes d'accidents mortels, les causes principales des accidents sont méthode de travail non sécuritaire. Et ce qui revient souvent, c'est que l'accidenté ne portait pas d'équipement de protection contre les chutes et une formation inadéquate. Alors, j'ai repris ça de la revue L'usine nouvelle en France, la situation au 17 janvier 2008. L'auteur constate qu'il y a des utilisateurs toujours difficiles à convaincre. Les fabricants se heurtent au peu d'enthousiasme des salariés à porter des équipements qu'ils considèrent contraignants. Alors, trop souvent considérés comme inconfortables, inesthétiques et contre-productifs, les EPI restent souvent au vestiaire. Alors, une constatation se dégage, peut-être que la solution n'est pas seulement technique, normative et légale. Il y a lieu de réfléchir sur une approche multidisciplinaire intégrant les aspects humains et psychosociaux pour concevoir les EPI efficaces, confortables, conviviaux et adaptés aux tâches à effectuer serait la voie à privilégier. Peut-être qu'à ce moment-là, les travailleurs, les patrons, pour se protéger. Et pour terminer, c'est très important, la formation et information appropriée pour convaincre et conscientiser les travailleurs de la nécessité de se protéger. Ceci termine ma présentation.